Troisième table ronde, et si demain c'était la guerre, quid de la cohésion nationale? J'accueille à mes côtés le général de corps d'armée Hervé Gomard et Jean-Marc Maril, ancien officier historien. Je vous les présenterai plus amplement tout à l'heure. Merci mon général d'être avec nous. Bonjour mon général. Alors, qui commence sur ce thème de la cohésion nationale? J'imagine que... Alors, je crois que c'est vous, mon général. Ouais, la question, elle commence, et si demain c'était la guerre? Bon, heureusement, on n'a pas attendu cette journée du 27 juin au MEDEF pour se poser la question. Et bien évidemment, notre pays, et en particulier les armées, sont là pour justement faire en sorte que cette guerre n'arrive jamais pour notre pays et que nous soyons quand même prêts. Alors militairement, c'est notre métier, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Et on le voit bien avec l'Ukraine, il faut une nation derrière des armées. Et là, donc la cohésion nationale. Derrière la cohésion nationale, je vais aborder plusieurs sujets. Mais bien évidemment, tous ces sujets, ils se recoupent et ils participent justement, ils doivent participer au fait que notre pays soit demain en mesure de résister si jamais notre pays était véritablement attaqué. Alors mon général, vous avez 10 minutes. Hein. C'est 12. Non, mais 10 minutes. Malheureusement. Je vous laisserai poser d'autres questions, donc je vais faire moins de 10 minutes. La cohésion nationale, le terme a été tout à l'heure un petit peu a été abordé, c'est d'abord les forces morales. Et les forces morales, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on met derrière des forces morales? L'armée de terre, très longtemps, elle a parlé d'esprit guerrier. Et quand on parle d'esprit guerrier, il y a assez souvent... on voit la rusticité, on voit plutôt le physique et un peu le mental. Mais en fait, il faut qu'on aille au-delà de ça. Il y a tout l'aspect cognitif, il y a tout l'aspect physiologique, il y a psychologique. Tout ça, ça se travaille. Et il faut qu'on soit capable, aujourd'hui, demain, mais c'était déjà le cas hier, il faut qu'on soit capable d'avoir des soldats qui soient très forts dans leur tête. Et je ne vous cache pas que je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont moins forts que ceux de ma génération, et nous étions déjà moins forts que ceux de la génération d'avant. Mais comment je rappelle que vous avez passé plusieurs années au sein de la Légion étrangère, notamment, et les troupes parachutistes. Et c'était à quelle époque, ça, alors? Moi, j'ai commencé en 1990 jusqu'en 2007. D'accord. Voilà. Et il faut... Enfin, est-ce qu'aujourd'hui, la France, elle serait capable d'avoir des jeunes Français, des jeunes Françaises capables de faire ce qu'ont fait nos grands anciens dans les tranchées lors de la Première Guerre mondiale? On peut vraiment se poser la question. Moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas se préparer à un conflit. Les jeunes de 14-18, c'était tous des paysans, ils vivaient dans des conditions rustiques, donc déjà, ils avaient des forces morales qui étaient déjà plus importantes. Et la moitié d'entre eux parlaient patois et pas le français. Exactement, donc c'était plus facile. Mais en 2022, on fait comment? Pour ça, on a besoin de diffuser un esprit de défense. On a toujours cherché à le faire, on a toujours parlé du lien armée-nation. Mais comment, aujourd'hui, en 2022, les armées françaises arrivent à toucher la jeunesse française? Parce que c'est elle qui, demain, devra faire la guerre si on doit la mener. Alors, un petit chiffre. Aujourd'hui, l'armée de terre, elle touche annuellement 5% d'une classe d'âge. Une classe d'âge, 750, 800 000 jeunes. On les touche à travers des jeunes qui s'engagent, des jeunes qui font des périodes de réserve, des jeunes qui font le service militaire adapté ou service militaire volontaire, plus des classes de défense. Bon, 5%, c'est pas grand-chose, mais l'armée de terre, on est un peu plus de 100 000, on touche annuellement 5% d'une classe d'âge. C'est pas suffisant, il faudrait faire autrement, plus, mais c'est pas qu'un problème des armées, c'est un problème national. Comment fait-on demain, après-demain, pour toucher davantage nos jeunes et que ces jeunes soient, je ne dis pas qu'ils doivent tous s'engager, hein. Aujourd'hui, l'armée de terre, elle arrive à recruter ce qu'elle doit recruter. Elle recrute 15 000 jeunes par an, elle en met dans le civil 15 000. Aujourd'hui, on y arrive et on a un taux de sélection qui est correct, voire très correct en fonction des catégories de personnel. Mais donc, comment on intéresse aux intérêts de la nation nos jeunes? Comment on les rend résilients? Voilà. Les forces morales, c'est d'abord les militaires, c'est les familles,
un soldat en opération, il sera d'autant plus fort s'il sait qu'il a une famille qui est solide derrière. C'est très important. Aujourd'hui, moi j'ai connu des opérations où je ne pouvais pas, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien, donc il y avait du courrier et mon épouse avait une lettre toutes les 3 semaines et avec un mois de retard. Aujourd'hui, on l'a évoqué, les réseaux sociaux, etc. Les familles, elles sont branchées finalement sur l'actualité, même s'il y a la sécurité des opérations, mais elles vivent un peu au quotidien des opérations. Ça fragilise notre capacité. Mais c'est comme ça. Bon, c'est comme ça. Comment on lutte ? On ne peut pas lutter totalement contre. Comment je sécurise ? Les Russes, c'est évident, au début du conflit, ils ont eu beaucoup de pertes à cause des réseaux sociaux. C'est évident. Voilà. Les Ukrainiens, beaucoup moins, parce que les Ukrainiens, ils avaient anticipé, ils avaient d'abord tiré un retour d'expérience de ce qui s'était passé en 2014 dans le Donbass, et donc ils étaient beaucoup plus sécurisés en termes de communication. Voilà. Je reviens sur la première question, les forces morales, la jeunesse, la réserve. Le thème a été un petit peu évoqué. Aujourd'hui, l'armée de terre, c'est 24 000 réservistes opérationnels. Les Ukrainiens, c'est juste pour faire un petit comparatif. Armée de terre, 110 000. L'armée de terre ukrainienne, 145 000. La réserve armée de terre, 24 000. La réserve opérationnelle ukrainienne, c'est 30 000, plus 100 000 territoriaux. Voilà. Donc, ce n'est pas le petit poussé, ce n'est pas David contre Goliath, comme certains ont voulu le dire. C'est que l'armée de terre ukrainienne, elle était plus importante, elle a plus de matériel majeur qu'à ce qu'aujourd'hui l'armée de terre française. Après, elle n'a pas des matériels aussi modernes, elle n'est pas en voie de modernisation comme on l'est actuellement. Elle n'avait pas la même expérience, même si elle a su tirer, comme je l'ai dit, un certain retour d'expérience du Donbass 2014. Donc la réserve, comment demain j'ai des forces de réserve plus importantes. Alors ça a été dit, le président de la République voudrait doubler. Est-ce que c'est suffisant? Pourquoi faire? Comment on les équipe? Il y a plein de questions derrière. Moi je pense qu'il faut... alors il y a la réserve citoyenne dont on ne parle pas souvent. La réserve citoyenne, c'est des personnels civils qui travaillent au profit qui ne sont pas rémunérés, qui travaillent au profit des armées, qui apportent des idées, des réflexions. On a parlé un petit peu tout à l'heure d'une réserve industrielle. Ça, moi, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on aille. C'est-à-dire que si demain, il y a vraiment un engagement majeur, aujourd'hui, on n'a pas la réserve, on n'a pas la profondeur humaine. Et donc, il nous faut plus de personnes. Et ce n'est pas au moment où on sentira la guerre arriver qu'il faudra s'y préparer. Ce sera trop tard. Et donc, il faut qu'on ait un dispositif qui nous permette d'avoir dans les entreprises des gens qui sont identifiés, qui n'ont pas forcément fait une période militaire, mais qui soient identifiés, qui sont d'abord volontaires pour rejoindre le dispositif des armées, mais qui surtout, si demain il faut augmenter les cadences de production, des gens qui sont rappelables pour participer à l'effort de guerre. Voilà. Les Ukrainiens ont su rentrer dans un effort de guerre. On peut penser que les Russes le font également. Et aujourd'hui, la France, elle doit travailler à se préparer. Alors, le président de la République a parlé d'une économie de guerre. Et derrière ça, moi, je vois aussi effort de guerre. Comment la France, elle est capable de plus produire en peu de temps ou dans un temps contraint. Très bien, merci. On parle beaucoup de quartiers sensibles, des cités difficiles, des zones non-droit, comme on l'appelait autrefois. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation et comment peuvent-ils réagir en cas de conflit, à votre avis? C'est une question assez délicate. C'est pour ça que je vous la pose. L'armée de terre, et je vous remercie du reste. Les armées, d'abord, elles sont pas là pour aller chercher des jeunes dans les zones de non-droit. Il y a d'abord, ça c'est le travail des forces de sécurité intérieure. Voilà. Les armées, elles sont forces de 3e catégorie. Donc nous, on est en appui des forces de sécurité intérieure. Si demain, il y a un événement majeur sur le territoire national, bien évidemment, on sera engagé, comme on l'est aujourd'hui dans l'opération Sentinelle. À chaque fois qu'il y a un besoin sur le territoire national, on peut être engagé, on peut être réquisitionné, ou certaines de nos capacités peuvent être réquisitionnées. Voilà. Après, est-ce que demain, l'ensemble de la population française, en cas d'engagement majeur, sera prêt à servir
ou à prendre une arme pour défendre le territoire national, j'ose espérer que la grosse majorité, oui. Voilà. Maintenant, je ne suis pas devin, et on aura probablement des gens qui seront plutôt une difficulté, voilà, et qu'il faudra savoir gérer, et ce sera d'abord la mission des forces de sécurité intérieure. En tout cas, vous l'intégrez d'ores et déjà dans vos réflexions. Ah oui. Honnêtement, enfin, le sujet territoire national, le général Abrey, qui est un peu un spécialiste, aurait pu le dire mieux que moi. Mais tous ces phénomènes-là, tous les phénomènes de société, bien évidemment, on les intègre dans chacune de nos études. Parce qu'ils peuvent avoir un impact en cas de conflit. Exactement. Ça peut être en fait, ils peuvent être utilisés par notre compétiteur. Ça, on le prend bien en compte. C'est-à-dire, tout à l'heure, on parlait de la zone arrière. Donc, on engage les armées à l'extérieur de l'Hexagone sur un engagement majeur. On a une zone arrière qui n'est pas une zone arrière tactique. C'est la zone arrière, c'est le territoire national. C'est là où vivent nos familles. C'est là où on va produire les pièces de rechange, les pièces détachées, les munitions, etc. Des équipements pour régénérer tout ce qui aura été détruit. Et le compétiteur, celui qui nous aura attaqué, il va essayer de nous déstabiliser sur nos arrières. Et donc, bien évidemment, celui qui voudrait attenter à la France, dans ses plans, il est évident qu'il aura comment je déstabilise de l'intérieur le territoire français. C'est évident. Merci beaucoup, mon général. Jean-Marc Maril, vous êtes ancien officier, historien, vous avez servi au sein de régiments d'infanterie de marine, dont vous prendrez d'ailleurs le commandement plusieurs années plus tard. Vous avez servi ici en Afrique comme conseiller, vous avez été à DRM également, vous êtes historien, vous êtes d'ailleurs, vous avez co-dirigé le dictionnaire des opérations extérieures de l'armée française depuis 1962. Alors, sur ce thème de et si demain c'était la guerre, quid de la cohésion nationale? Qu'est-ce que... Alors d'abord, j'aurais dit la même chose que le général Gomard, puisque en fait, il a très bien répondu à cette question. Donc je vais essayer de trouver un angle différent, et ça sera celui de l'historien. Il faut savoir que quand une guerre éclate, la première des choses qui est très révélateur des premières semaines de combat, c'est la mort. Les effectifs se fondent au combat. Les Ukrainiens, les Russes l'ont expérimenté. Il y a deux raisons pour cela. La première, c'est qu'on découvre une nouvelle façon de faire la guerre, avec des armements nouveaux, des tactiques qui ont été oubliées ou qu'il faut apprendre. Et tout ça est extrêmement consommateur d'hommes. Si on prend par exemple les 5 premiers mois de la guerre de 14-18, c'est 305 000 morts dans l'armée française. L'année la plus meurtrière, c'est 1915, c'est 350 000 tués sur 12 mois. Donc chaque fois qu'une guerre commence, les morts sont extrêmement nombreux. L'armée allemande a perdu près de 60 000 tués dans la campagne de France, dans son Blitzkrieg. Donc vous voyez, c'est une caractéristique, c'est une loi. Donc il faut s'y préparer. Et nos esprits ne s'y préparent pas. Pourquoi? Parce que notre logiciel est un logiciel de temps de paix. L'ennemi, celui qui surmontera les premières pertes, celui qui gardera le moral, celui qui aura la volonté de vaincre, c'est celui qui va gagner. Napoléon disait, à la guerre, 3/4 des choses sont d'ordre moral. Donc il faut bien avoir ça en tête. Alors tout à l'heure, on parlait d'avant, d'arrière, mais en fait, si vous regardez dès la Première Guerre mondiale, vous voyez que les Allemands ont fait des bombardements sur Londres, sur Paris, les fameux canons Max Lelong qui tiraient sur Paris. La Seconde Guerre mondiale, c'est une guerre où il n'y a plus de front avant et arrière, puisque l'aviation, que ce soit allemande ou alliée, massacre les différentes villes, le Blitz sur Londres, Dresde, etc. pour l'Allemagne. Donc en fait, s'il y a une guerre majeure avec un ennemi puissant qui nous affronte, il faudra savoir que les villes vont être bombardées, les centres industriels vont être bombardés. Et donc ça veut dire que la résilience de la population civile est un des acteurs majeurs de la victoire ou de la défaite. Donc si vous voulez, dans notre société où la mort d'un individu est quelque chose d'extrêmement lourd, grave, la vie est extrêmement précieuse, mais à la guerre, la vie est moins précieuse, puisque c'est la survie des nations. Alors se pose le problème de la nation. Qu'est-ce qu'une nation ? Est-ce que la France est une nation aussi forte qu'elle l'a été dans son histoire ? En 1789, la France a créé la nation. La France a été l'exemple de la nation dans le monde européen. Et donc, nous étions très forts. On nous appelait d'ailleurs la grande nation. Et cette grande nation, elle a perduré jusqu'en 1914. Et après, qu'est-ce qui se passe ?
Il se passe qu'en 1940, il y a eu la chute de l'armée française, non pas pour sa doctrine, comme trop de gens le pensent, mais pour une mauvaise application de cette doctrine par le général Gamelin. Donc, à ce moment-là, vous avez des forces politiques fortes, puissantes, qui sont rentrées en jeu depuis la Révolution de 1917. Et toute cette évolution historique de notre peuple, des courants idéologiques, sans parler de l'islamisme aujourd'hui, font que la nation s'est fragmentée. Vous parliez tout à l'heure des quartiers sensibles, qui sont souvent des zones de non-droit. Et donc, ces quartiers sensibles, c'est aussi une difficulté, comme l'a très bien dit le général Gomard, à gérer pour le futur. Donc, si demain la guerre se produit, qu'est-ce que nous aurons? On aura des pertes massives, nous aurons des villes bombardées, des centres industriels détruits, et tout un cycle de difficultés économiques, pénuries et autres. Donc, comment redonner à la France une force morale? Si la France n'a pas une puissance morale suffisamment forte, la France ne peut pas gagner la moindre guerre. Et c'est donc ça qui est extrêmement inquiétant si demain la guerre était chez nous. Mmh. Et comment on vous sent quand même pas très optimiste malgré tout? Ah non, je suis absolument pas optimiste, je suis même extrêmement inquiet. Et donc comment faire en sorte de restaurer cette cohésion nationale? Vous savez, la cohésion nationale, elle passe par le discours historique, la représentation mentale que se font les peuples de leur propre histoire. Si on regarde la façon... C'est ce qu'on appelle le roman national, mais même le roman national est une expression que l'on juge parfois négativement. Et bien sûr, donc on juge tout négativement. On veut nous ramener au mauvais ou à l'éclairage le plus sombre, le plus pessimiste de notre histoire. Quel est le but? Le but, c'est que... déstabiliser. Voilà. Et donc, si notre propre système éducatif nous déstabilise, comment voulez-vous qu'on gagne une guerre? Et pourquoi voulez-vous que je sois optimiste? Mais notre système de représentation culturelle, bien sûr. Oui, mais c'est fondamental. On se bat pourquoi? Ensuite, il y a une deuxième faiblesse dans notre système, que la faiblesse de nos effectifs, de notre engagement international montre. Nous ne savons pas faire la guerre sans les autres. Or, dans toutes les grandes guerres, on ne se bat que sous son propre drapeau. Le général Pershing a refusé extrêmement longtemps, il a fallu les désastreuses offensives de printemps de 1918, pour qu'il accepte que des divisions américaines viennent travailler au sein des armées françaises. On se bat bien sous son propre drapeau. Oui, mais on ne sait pas faire la guerre sans les autres, je vous trouve un peu... comment dire pas très juste, parce que quand l'armée française intervient dans les opérations extérieures, elle est souvent la première à intervenir. Oui, mais ce que je veux dire, dans un conflit de haute intensité, il nous faut des alliés. Ce que nous avons vu tout à l'heure. On ne sait pas faire sans les Américains, on ne sait pas faire sans nos alliés. Mais ce qu'il faut savoir faire, c'est avoir des forces suffisantes pour se battre sous son drapeau. Parce qu'un soldat qui va au front pour une guerre meurtrière, il se bat pour son drapeau. Alors si déjà il arrive à avoir les forces morales nécessaires parce qu'il croit en son drapeau, comme nous on l'éduque dans nos soldats. Chez nos soldats, le drapeau a une importance énorme. On lui inculque ce respect du drapeau. Dans nos régiments, c'est des dizaines de milliers d'hommes qui sont morts sous les couleurs du régiment. Donc pour nous, le drapeau, c'est ce qui permet aux soldats de se rattacher à quelque chose de plus grand que lui. Parce que pour affronter la mort, il faut affronter quelque chose qui vous dépasse. Si vous réduisez l'individu à sa stricte vie personnelle, pourquoi voulez-vous qu'il aille risquer sa vie? La mort est une remise en cause fondamentale du soldat. Et donc, il doit croire à quelque chose de plus grand que lui. Et pour croire à quelque chose de plus grand que lui, c'est le drapeau, c'est la nation, c'est la patrie. Mais être patriote, c'est pas être nationaliste. C'est savoir représenter ce que notre peuple est. Et pourquoi il vaut le coup d'être défendu. Et la nation, c'est quoi la nation? C'est d'abord un territoire ou c'est une notion juridique? Parce qu'on dit souvent, on oppose souvent la République et la France. Moi, je dirais que c'est une idée mentale, c'est une représentation. Moi, quand je partais en intervention avec mes soldats, j'avais une France magnifique. J'avais la République de Delacroix. Je ne regardais pas le métro et me disais, tiens, la France, c'est le RERB. Oui, il faut avoir une représentation mentale qui nous dépasse. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Voilà, on fait une petite pause et puis on se retrouve pour Regard européen, la souveraineté européenne en matière de défense. Une petite pause d'1 minute, ne vous éloignez pas parce qu'on enchaîne.